ce mardi-là, je l'ai senti au moment même où j'ai tourné dans notre rue. Je n'étais pas censé être à la maison. Mon congrès professionnel à Strasbourg s'était terminé avec une journée entière d'avance. L'intervenant principal a eu une urgence personnelle ou quelque chose du genre. Personnellement, je pense qu'il a juste regardé le public et qu'il a perdu l'envie de vivre. Quoi qu'il en soit, j'ai pris le premier vol retour pour Bordeaux. Pas d'appel passé, pas de SMS envoyé. Je me suis dit que j'allais faire la surprise à Valérie. Peut-être prendre son plat thaï préféré en chemin. Peut-être m'asseoir enfin en face de ma femme au dîner, pour une fois, sans un ordinateur portable entre nous. Je me sentais bien. J'aurais dû m'en douter. La première chose que j'ai remarquée, c'est la voiture d'Arthur devant le garage. Pour situer, Arthur, c'est mon fils. Il a 26 ans, il est marié à Camille depuis 2 ans. Ils ont leur propre appartement de l'autre côté de la ville, un très bel appartement d'ailleurs, que j'ai aidé à meubler, alors voir sa voiture chez moi un mardi après-midi n'était pas juste inhabituel. C'était étrange. Arthur ne fait pas de visite à l'improviste. Arthur fait à peine des visites programmées. Je suis resté assis dans ma voiture une seconde et j'ai dit à voix haute à personne, « Laurent, pourquoi la voiture de ton fils est-elle garée chez toi un mardi ?» Je n'avais aucune réponse à m'apporter. J'ai donc pris ma petite valise et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'est le silence. Pas le genre de silence paisible, pas le genre de silence où tout le monde se détend. Le genre de silence lourd, pesant, anormal. Le genre qui a un poids. J'ai poussé la porte et je suis entré. Arthur et Camille étaient assis ensemble sur le canapé du salon. Et voici la partie qui me donne encore des frissons quand j'y pense. Ils ne regardaient pas la télé. Ils n'étaient pas sur leur téléphone. Ils étaient juste assis là, comme deux personnes dans une salle d'attente qui avaient déjà accepté la nouvelle qui allait tomber, quelle qu'elle soit. Arthur a levé les yeux en premier. Et je veux que vous prêtiez une attention très particulière à ce que je vais vous dire, car c'est le détail qui a tout changé pour moi. Il n'était pas surpris de me voir. Pensez-y. Votre père, qui est censé être à Strasbourg, franchit la porte d'entrée avec une journée d'avance, et vous ne bronchez même pas. Pas d'yeux écarquillés. Pas de « Papa, qu'est-ce que tu fais là ?» Rien. Juste un lent battement de cils et un regard que je ne peux décrire que comme calculateur. Camille a souri, et je vous jure que ce sourire n'avait rien à faire sur le visage de qui que ce soit cet après-midi-là. J'ai dit, « Arthur, qu'est-ce qui se passe ? Où est ta mère ?» Il s'est raclé la gorge et a dit, « Papa, salut, on était justement sur le point de t'appeler. » Vraiment ? Je l'ai dit d'un ton plat. Pas comme une question. Maman a fait un malaise ce matin. Il a ajouté, elle est au CHU, mais elle est stable. Et je n'ai plus rien entendu après le mot CHU. J'étais de retour dans ma voiture en 11 secondes. Je le sais parce que j'ai compté. Le choc fait ça. Il oblige votre cerveau à s'accrocher aux détails les plus inutiles pendant que les détails importants essaient de vous achever. J'ai appelé Tom sur la route. Thomas Dubois est mon meilleur ami depuis 1987. Cet homme m'a soutenu lors d'une fausse alerte de divorce, 2 crises économiques, et la catastrophe absolue que fut ma tentative de me laisser pousser la barbe en 2009. S'il y a quelqu'un sur cette terre qui me dira la vérité sans l'enrober de papier bulle d'abord, c'est Tom. Il a décroché à la 2e sonnerie. « Laurent, qu'est-ce qui se passe, mon frère ?» Valérie est à l'hôpital. J'ai dit, au CHU central. Je viens de rentrer à la maison et Arthur et Camille étaient assis dans mon salon comme 2 personnes qui connaissaient déjà la fin d'un film. Un silence de mort à l'autre bout de la ligne. Comment ça ? Comme s'ils savaient déjà. Tom, mon fils n'a même pas réagi quand j'ai passé la porte. J'étais censé être à Strasbourg. Une autre pause. Puis, très doucement, il a dit, « Laurent, j'ai besoin que tu restes calme. » Je suis calme, ai-je répondu. Non, a-t-il dit. Tu conduis. Ce n'est pas la même chose. Il n'avait pas tort. Le CHU était à 15 minutes de chez moi. Je l'ai fait en 9. Je n'accepterai aucune question à ce sujet. Le docteur Sylvie Rousseau m'a rejoint au poste des infirmières. C'était une femme posée, la cinquantaine, le genre de médecin qui annonce les mauvaises nouvelles avec un regard fixe et une voix qui ne tremble pas. J'ai apprécié cela.
J'avais besoin de stabilité à ce moment-là. Elle a dit, « Monsieur Chevalier, je suis heureuse que vous soyez là. Votre femme a été amenée ce matin par votre fils. Elle présentait une désorientation sévère, un stress organique et des marqueurs de toxicité élevés dans ses analyses de sang. » J'ai répété, « Des marqueurs de toxicité ?» Elle a répondu, « Oui, nous faisons un bilan complet, mais je veux être franche avec vous. Le schéma que nous observons ne correspond pas à une maladie soudaine. Cela suggère quelque chose qui s'est accumulé. » Accumulé. Ce mot m'a frappé comme un coup de poing. J'ai agrippé le bord du comptoir des infirmières et j'ai dit très prudemment, « Docteur Rousseau, êtes-vous en train de me dire qu'on fait subir quelque chose à ma femme ?» Elle a soutenu mon regard et a dit, « Je suis en train de vous dire que nous avons besoin de plus de réponses. Et je pense que vous aussi. » Je suis entré voir Valérie et écouter, j'ai vu ma femme dans tous les états imaginables. Je l'ai vue rire aux larmes. Je l'ai vue assez furieuse pour me faire sincèrement reconsidérer mes choix de vie. Je l'ai vue épuisée, radieuse, le cœur brisé, et tout le reste. Je n'étais pas préparé à ce que j'ai vu dans cette chambre. Elle avait l'air vidée, comme si quelqu'un avait tourné une molette à l'intérieur d'elle et avait lentement, silencieusement drainé tout ce qui faisait d'elle Valérie. Les machines bipaient, la perfusion goûtait, et ma femme, celle qui avait un jour chassé un artisan de notre cuisine à coups de cuillère en bois pour un carrelage mal posé, était allongée là, paraissant incroyablement petite. Je me suis assis à côté d'elle, j'ai pris sa main, et je lui ai fait une promesse. Je ne fais pas de promesses à la légère. Demandez à tous ceux qui me connaissent. Je lui ai dit, je suis là, et je ne partirai pas tant que je ne saurai pas exactement ce qui t'est arrivé. Je suis retourné dans la salle d'attente. Arthur et Camille étaient arrivés. Évidemment qu'ils l'étaient. Arthur s'est levé et a dit, « Papa, on devrait parler. Il y a beaucoup de choses que tu ne... » J'ai levé une main, juste une. Et quelque chose dans mon expression a dû communiquer exactement où on en était, car il s'est arrêté au milieu de sa phrase. J'ai dit, « Pas encore. » Puis j'ai marché jusqu'au coin de cette salle d'attente, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai commencé à faire la seule chose qu'il n'avait pas vu venir. J'ai commencé à bloquer absolument tous les comptes bancaires auxquels ils avaient accès. Absolument tous. Et quand les notifications ont commencé à tomber sur leur téléphone, parce que je savais qu'elles tomberaient, j'ai d'abord regardé le visage de Camille, ce sourire qu'elle affichait tout l'après-midi, il s'est évaporé d'un seul coup. Maintenant, on avait une vraie conversation, et c'est exactement à ce moment-là que j'ai réalisé que peu importe ce qui arrivait à ma femme, je venais de donner un coup de pied dans le nid de frelons. La question était, combien de frelons y avait-il à l'intérieur? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, rendez-nous un petit service. Abonnez-vous. Beaucoup de gens regardent sans jamais le faire, mais ça ne vous coûte rien et ça signifie tout pour nous. Merci sincèrement. Laissez-moi vous parler du déni. Le déni est confortable. Le déni est chaleureux. Le déni vous servira une tasse de café, s'assoira en face de vous, et vous dira que tout va bien, que vous réagissez de manière excessive, que vous êtes paranoïaque, que les gens que vous aimez sont incapables de faire les choses que votre instinct vous hurle qu'ils font. J'avais vécu dans le déni pendant probablement plus longtemps que je ne veux l'admettre. Mais assis dans le parking de cet hôpital à 21h43, avec ma femme branchée à des machines 10 mètres plus haut et le regard de mon fils gravé dans ma mémoire, j'ai expulsé le déni pour de bon. J'ai fait changer les serrures de la maison et j'ai appelé Tom. Il a décroché avant même la fin de la première sonnerie. « Parle-moi, a-t-il dit. » Elle a une mine terrible, Tom, ai-je dit. Et ma voix a fait quelque chose d'embarrassant sur ce dernier mot sur lequel je ne m'étendrai pas. Le médecin a utilisé le mot toxicité, a dit que ça s'était accumulé, pas un truc soudain, quelque chose de progressif. Je l'ai entendu expirer lentement. Alors Laurent, progressif veut dire délibéré. Je sais ce que ça veut dire, ai-je répondu. Et Arthur et Camille étaient dans la maison. Ils sont dans la salle d'attente en ce moment même. Silence. Puis Tom a dit quelque chose que je n'oublierai jamais de toute ma vie. Il a dit, « Mon frère, tu dois réfléchir très attentivement à qui a eu accès à la nourriture de Valérie, à ses boissons, à ses médicaments. Tous les jours au cours des derniers mois, tu dois réfléchir à qui était dans les parages. » Et c'est là que j'ai compris. Il y a 4 mois, Valérie s'était foulée la cheville en descendant les escaliers. Rien de grave, une grosse entorse. Mais Arthur avait rappliqué presque immédiatement et avait suggéré que Camille,
qui travaillait à mi-temps et avait des horaires flexibles, pourrait passer à la maison tous les matins pour aider Valérie avec son petit déjeuner et ses médicaments pendant que j'étais au travail. À l'époque, j'avais trouvé ça généreux. J'avais même dit à Tom, j'ai peut-être mal jugé ce garçon. J'avais envie de remonter le temps et de me gifler. Je suis retourné à l'intérieur. Arthur était debout près du distributeur de boissons, les bras croisés, affichant une expression que je ne peux décrire que comme celle d'un homme essayant très fort d'avoir l'air innocent et échouant à un niveau de compétition. Camille était assise, le téléphone face contre ses genoux. Maintenant, et j'ai besoin que vous compreniez l'importance de ce détail. Camille n'est jamais sans son téléphone. Cette femme est physiquement greffée à cet appareil. Je l'ai déjà vu scroller dessus pendant la bûche au repas de Noël. Donc, un téléphone posé face contre elle signifiait soit qu'elle attendait un appel qu'elle ne voulait pas que je voie, soit qu'elle en avait déjà reçu un. Je me suis assis juste en face d'eux. Arthur a dit, « Papa, je sais de quoi ça a l'air. » J'ai répondu, « Ah oui, Arthur ? Explique-moi exactement de quoi tu penses que ça a l'air, parce que je suis sincèrement curieux. » Il a bougé sur son siège. Maman a des problèmes de santé depuis un moment. On essayait d'aider. Camille passait tous les matins s'assurer qu'elle mangeait, qu'elle prenait ses vitamines. Ses vitamines, ai-je répété. Oui. Quelles vitamines ? Il a cligné des yeux. Quoi ? J'ai répété, quelles vitamines ? Elle prend 3 compléments différents. Lesquels Camille lui donnait-elle ? Il a regardé Camille. Camille a regardé ses genoux. Et ça, juste là, cet échange de 3 secondes, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je me suis levé et j'ai dit, je vais avoir besoin que vous rentriez chez vous tous les deux. Mais, papa. Arthur. J'ai dit son nom une seule fois. Doucement, de la manière dont mon propre père disait le mien quand j'étais sur le point de faire quelque chose que je ne pourrais pas effacer. Ce n'était même pas fini. Je suis resté dans cette salle d'attente avec un gobelet de mauvais café d'hôpital et j'ai fait ce que tout homme raisonnable qui soupçonne son fils et sa belle-fille d'empoisonner sa femme ferait. J'ai commencé à fouiller. J'ai sorti tous les relevés bancaires des 6 derniers mois sur mon application. Et écoutez, je ne suis pas un expert comptable judiciaire. Je suis un homme de 54 ans qui trouve encore les opérations bancaires en ligne légèrement suspectes. Mais même moi, je pouvais voir que quelque chose clochait. Il y avait des retraits, des petits d'abord, 200 € par-ci, 350 € par-là. Le genre de montant qui ne vous hurle pas dessus, il vous chuchote. Mais quand je les ai additionnés, on parlait de près de 10 000 € sur 5 mois. Depuis un compte joint que Valérie et moi partagions et auquel Arthur avait un accès limité pour les urgences. 10 000 €. J'ai appelé Tom à 2 heures du matin. Il a répondu comme s'il était midi. 10 000, ai-je dit sans même dire bonjour. De quel compte ? Le compte joint du ménage. Des petits retraits. Continue. Comme quelqu'un qui savait exactement comment rester sous le radar. Tom est resté silencieux un instant. Alors Laurent, ce n'est pas impulsif. C'est planifié. C'est quelqu'un qui s'est assis et qui a réfléchi à la façon de le faire sans se faire prendre. Mon fils, ai-je dit, et pour être honnête avec vous, ces 2 mots m'ont presque brisé juste là dans cette salle d'attente à 2 heures du matin. Mon fils s'est assis et a planifié ça. On ne le sait pas encore avec certitude, a dit Tom prudemment. Tom, je le sais, ai-je dit doucement. Je le sais. Le lendemain matin, le docteur Sylvie Rousseau m'a trouvé exactement là où elle m'avait laissé, dans cette salle d'attente, ressemblant à un homme qui avait traversé une guerre et qui avait perdu. Elle s'est assise à côté de moi, ce que les médecins ne font pas d'habitude, et je l'ai remarqué, puis elle a dit, « Monsieur Chevalier. Les résultats complets sont revenus. » J'ai dit, « Dites-moi franchement. » Elle a dit, « Votre femme présente des niveaux élevés d'un composé cohérent avec l'ingestion à long terme d'un métal lourd spécifique. Les niveaux suggèrent une exposition constante sur une période de plusieurs mois. Ses reins subissent un stress important. Nous avons commencé le traitement, et je veux être clair. Nous l'avons pris à temps. Elle a de fortes chances de s'en remettre. » J'ai fermé les yeux juste une seconde. Puis j'ai dit, « Docteur Rousseau, si quelqu'un faisait cela délibérément, comment l'administrerait-il » Elle a fait une pause. Puis, très prudemment, elle a dit, « Cela pourrait être introduit par la nourriture, par la boisson, par des compléments alimentaires,
particulièrement ceux à base de poudre qui se dissolvent facilement et n'ont pas de goût particulier. J'ai entendu la voix d'Arthur dans ma tête. Camille passait tous les matins s'assurer qu'elle mangeait, qu'elle prenait ses vitamines. Je me suis levé si vite que ma chaise a raclé le sol et le docteur Rousseau a posé une main sur mon bras. « Monsieur Chevalier. Je dois passer un coup de téléphone, ai-je répondu. J'ai d'abord appelé mon avocate. Puis j'ai appelé la banque et j'ai fait bloquer, restructurer et protéger par mot de passe chaque compte restant, avec des codes auxquels seul moi et mon avocate avions accès. J'ai supprimé l'accès d'urgence d'Arthur. J'ai supprimé les virements automatiques. J'ai tout supprimé. Dans les 20 minutes, mon téléphone a commencé à sonner. Arthur 4 fois. Camille 2 fois. Puis un SMS d'Arthur qui disait « Papa, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi je n'ai plus accès à rien? Rappelle-moi tout de suite. » Tout de suite. En majuscule et tout. J'ai fixé ce message pendant un long moment. C'était un jeune homme qui, pas plus tard qu'à Noël, m'avait serré dans ses bras à la porte et m'avait dit que j'étais le meilleur père qu'il aurait pu demander. Je l'avais cru. J'avais rayonné de fierté pour ça. J'en avais peut-être même parlé à Tom. J'ai tapé une seule phrase en réponse. Tu aurais dû y penser avant de toucher à ma femme. J'ai remis mon téléphone dans ma poche et je suis remonté m'asseoir avec Valérie, parce qu'elle était la seule chose qui comptait. Elle allait se réveiller. Le docteur Rousseau l'avait dit. Et quand elle le ferait, j'allais être le premier visage qu'elle verrait. Mais il y avait autre chose maintenant. Quelque chose de froid et de concentré installé dans ma poitrine là où se trouvait la peur auparavant, parce que je ne savais toujours pas pourquoi. 10 000 € et une femme empoisonnée n'arrivent pas sans raison. Les gens ne font pas quelque chose d'aussi calculé, d'aussi patient, sans avoir une destination en tête. J'avais besoin de découvrir où ils essayaient d'aller. J'ai rappelé Tom une fois de plus ce soir-là. Il a répondu immédiatement. Comment va-t-elle? Stable. En cours de traitement. Rousseau dit qu'elle va s'en sortir. Dieu merci, a-t-il soufflé. Tom, ai-je dit, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. J'ai besoin que tu découvres si Valérie a récemment modifié quelque chose. Un testament, une assurance vie, n'importe quoi avec mon nom ou celui d'Arthur dessus. Silence, puis. Laurent, tu penses qu'il s'agit d'argent? Je pense, ai-je dit lentement, que mon fils avait suffisamment besoin de 10 000 € pour les prendre sans demander. Et je pense que ce pourquoi il en avait besoin n'était que la compte. Tom a expiré. Je vais passer quelques coups de fil, a-t-il dit. Je ne le savais pas encore, mais d'ici le matin, Tom allait découvrir quelque chose qui ferait passer 10 000 € pour de l'argent de poche, et ça allait absolument tout changer. Si vous écoutez depuis un moment et que vous voulez que des histoires comme celle-ci continuent d'arriver, ça aide vraiment si vous cliquez sur le bouton j'aime et que vous vous abonnez. 97% des gens ne le font jamais, mais c'est ce qui fait tourner toute cette chaîne. Alors, merci, pour de vrai. La vengeance est un plat qui se mange froid. Mais je préfère la mienne servie exactement à la bonne température, assez chaude pour brûler, assez précise pour laisser une cicatrice, et livrée avec un sourire qu'ils passeront le reste de leur vie à essayer d'oublier. Laissez-moi vous dire quelque chose sur la vérité. La vérité n'arrive pas toujours de manière dramatique. Elle ne défonce pas toujours la porte, ne renverse pas la table et ne s'annonce pas avec le tonnerre et des éclairs. Parfois, et c'est la partie qui vous frappe vraiment, parfois la vérité se glisse silencieusement par le biais d'un appel téléphonique un jeudi matin, tout ce qu'il y a de plus banal. Pendant que vous buvez un mauvais café d'hôpital et regardez le soleil se lever à travers la fenêtre d'une salle d'attente. C'est comme ça que la mienne est arrivée. Tom a appelé à 7h14 du matin. Je connais l'heure exacte parce que je fixais l'horloge, suppliant les minutes de passer plus vite pour pouvoir retourner voir comment allait Valérie. Il n'a pas dit bonjour. Il a juste dit, Laurent, il faut que tu te prépares. J'ai posé mon café et j'ai dit, dis-moi. 6 semaines avant que Valérie ne finisse en réanimation, elle avait consulté un notaire toute seule sans me le dire, ce qui, connaissant Valérie, signifiait qu'elle préparait une surprise d'une sorte ou d'une autre. Valérie était une organisatrice. Anniversaire, fête, Noël, cette femme pouvait orchestrer une opération militaire autour d'un dîner entre amis. Ce qu'elle avait fait, c'était mettre à jour son assurance vie. Le contrat d'origine listait Arthur comme bénéficiaire secondaire standard, quelque chose que nous avions mis en place des années auparavant quand il était jeune.
Valérie y était allée pour le mettre à jour, pour retirer Arthur complètement et tout rediriger vers un fonds de dotation qu'elle construisait discrètement depuis 2 ans, une fondation pour l'alphabétisation des enfants défavorisés. Quelque chose dont elle ne m'avait jamais parlé parce qu'elle voulait me le présenter comme un projet totalement opérationnel avant de le faire. C'était tout Valérie. Jamais de demi-mesure. L'assurance vie s'élevait à 2 millions d'euros. Arthur l'avait découvert. Je ne sais pas comment. Et honnêtement, ce détail n'a presque pas d'importance, mais il avait découvert que sa mère était sur le point de le rayer d'un héritage de 2 millions d'euros. Et au lieu de décrocher son téléphone et d'avoir une conversation comme un homme adulte, lui et Camille s'étaient assis et avaient décidé que la réponse la plus raisonnable était de s'assurer que Valérie ne vive pas assez longtemps pour finaliser les papiers. Le cabinet du notaire avait un délai de traitement de 30 jours. Valérie avait 30 jours restants sur ce délai quand elle s'est effondrée. 30 jours. Ma femme avait 30 jours à vivre selon leur plan. Je suis resté avec cette information pendant un long moment. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Je me suis juste assis sur cette chaise en plastique de salle d'attente et j'ai laissé tout le poids de la nouvelle se poser sur ma poitrine comme une pierre. Puis je me suis levé, j'ai réajusté ma veste, et j'ai marché vers la fenêtre. Et j'ai pris une décision. Je n'allais pas faire de scandale. Je n'allais pas être brouillon. Je n'allais pas confronter Arthur dans un couloir d'hôpital pour lui donner l'occasion de prendre un avocat à mes frais et de transformer tout ça en cirque. J'allais être méthodique. J'ai appelé mon avocate, une femme brillante et pragmatique du nom de maître Hélène Moreau, qui plaidait depuis 30 ans et avait l'énergie de quelqu'un qui appréciait sincèrement de voir les gens faire face aux conséquences de leurs actes. Je lui ai tout raconté. Les retraits, les compléments alimentaires, l'assurance vie, le timing, tout. Elle est restée silencieuse pendant exactement 4 secondes. Puis elle a dit, « Laurent, ne touchez à rien dans cette maison. Ne confrontez aucun des deux. Ne publiez rien, ne dites rien, ne sous-entendez rien. Pouvez-vous faire ça ?» « Je peux faire ça, ai-je répondu. »« Bien, a-t-elle dit. Parce que je vais m'assurer que quand ça va tomber, ça tombera de tout son poids. Aucune fissure, aucune porte de sortie. » J'ai dit, « Hélène, je veux qu'ils sentent chaque centimètre de tout ça. » Elle a répondu, « Mon cher, quand j'aurai fini. Ils en sentiront chaque mètre carré. » J'ai presque souri. Presque. Les 72 heures suivantes ont été les plus longues de ma vie. Valérie allait mieux. Le docteur Rousseau était prudemment optimiste. Le traitement fonctionnait. Sa fonction rénale se stabilisait. Et le 2e jour, elle a ouvert les yeux, m'a regardé et a dit, dans la version la plus épuisée et rocailleuse de sa voix, « Laurent, tu as une mine affreuse. » Et j'ai ri. J'ai littéralement ri à voix haute en réanimation. L'infirmière m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. C'était peut-être le cas. Mais entendre le sarcasme de Valérie, cette marque spécifique de sarcasme affectueux et dévastateur que je tenais pour acquis depuis 23 ans, m'a fait l'effet de quelqu'un plongeant la main dans ma poitrine pour faire redémarrer quelque chose. Je me suis penché et j'ai dit, « Tu es en réanimation et tu critiques mon apparence. » Elle a dit très faiblement mais très distinctement, « Il faut bien que quelqu'un le fasse. » J'ai tenu sa main et je ne l'ai pas lâchée pendant très longtemps. Je ne lui ai pas encore tout dit. Elle devait d'abord guérir. Toute la vérité pouvait attendre. Mais je lui ai dit qu'elle était en sécurité. Je lui ai dit que je savais ce qui s'était passé. Et je lui ai dit que tout était pris en charge. Elle m'a regardé pendant un long moment avec ses yeux perçants qui étaient les siens, ceux qui avaient toujours vu clair en moi. Et elle a dit, « C'était Arthur, n'est-ce pas ?» Pas une question, une affirmation. Je n'ai pas répondu. J'ai juste serré sa main plus fort. Elle a fermé les yeux et a dit doucement, « J'ai toujours su que ce garçon avait mes pires défauts et aucune de mes qualités. » Même à moitié consciente dans un lit d'hôpital, Valérie Chevalier était la femme la plus redoutable que j'ai jamais connue. Le 4e jour, Maître Moreau m'a appelé avec des nouvelles qui m'ont complètement transformé le visage. Tom, que Dieu bénisse cet homme, avait discrètement obtenu les images de vidéosurveillance d'une pharmacie située à 2 communes de là. Arthur avait acheté une marque spécifique de compléments à 3 reprises sur une période de 4 mois. Payant toujours en espèces, toujours seul, sauf une fois, la 3e visite, où la caméra extérieure avait filmé Camille l'attendant dans la voiture. Le complément contenait des traces d'un composé qui, à des doses suffisamment importantes et administrées régulièrement dans le temps,
produisait exactement le profil de toxicité que le docteur Rousseau avait trouvé dans les analyses de sang de Valérie. Hélène avait aussi les relevés bancaires. Elle avait une trace numérique des retraits. Elle avait l'étude du notaire qui confirmait la chronologie de la mise à jour de l'assurance. Et les demandes de renseignements ultérieurs d'Arthur, car Arthur, dans ce que je ne peux décrire que comme un acte d'audace à couper le souffle, avait carrément appelé l'étude du notaire, en se faisant passer pour l'assistant personnel de Valérie. Pour s'enquérir du statut des modifications du contrat. Il avait laissé un numéro de rappel, son propre numéro de téléphone portable. Je vous laisse un instant pour absorber cela. Mon fils, cet homme qui avait planifié une campagne d'empoisonnement sur plusieurs mois avec la patience d'un grand maître des échecs, avait appelé le notaire depuis son propre téléphone portable. Quand Tom me l'a dit, j'ai fixé le mur pendant 10 bonnes secondes, puis j'ai dit, « Tom, est-ce que j'ai élevé un génie criminel ou un parfait idiot ?» Tom a répondu, « Mon frère, la réponse est, d'une manière ou d'une autre, les deux. » Ils sont venus à l'hôpital le 5e jour ensemble, apportant des fleurs et arborant les expressions de 2 personnes qui avaient décidé qu'une opération séduction était leur meilleure stratégie restante. Arthur est entré le premier, m'a vu debout dans le couloir et a immédiatement déployé un sourire qui n'a pas atteint ses yeux d'environ 40 mètres. Il a dit, « Papa, comment va-t-elle » On était tellement inquiets. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Camille, puis de nouveau lui, et j'ai dit, « Elle est réveillée. Elle parle et elle va s'en remettre complètement. » J'ai vu quelque chose vaciller derrière ses yeux. Ce n'était pas du soulagement. Ce n'était pas de la joie. C'était un recalcul très rapide, très bref. Le genre de recalcul qu'une personne fait quand un plan a échoué et qu'elle doit trouver ce qui vient ensuite. Camille a dit, « C'est une nouvelle tellement merveilleuse, Laurent. La police est en route. » J'ai dit ça comme ça. Plat, calme. Le même ton que j'aurais pu utiliser pour mentionner qu'il devait pleuvoir vendredi. Le visage d'Arthur s'est vidé de son sang si vite que c'en était presque médicalement impressionnant. Il a dit, « Quoi ? Maître Moreau a tout déposé ce matin, ai-je dit. Les reçus de la pharmacie, les relevés bancaires, l'appel téléphonique au notaire, le rapport de toxicologie du docteur Rousseau, tout ça, chaque pièce dans un dossier très bien ficelé. » Camille a émis un son que je ne peux décrire que comme le sang-froid d'une personne quittant physiquement son corps. Arthur a dit, « Papa, écoute juste une seconde, ok ? Laisse-moi juste. » Parce que je suis, malgré tout, son père. Il n'y a rien que tu puisses me dire en ce moment. Il n'y a pas une phrase dans la langue française qui puisse justifier ça. Alors, j'ai besoin que tu arrêtes de parler. Il a ouvert la bouche. Je l'ai fermée du regard. Il l'a rouverte. J'ai dit, les fleurs sont jolies, cependant. Valérie les appréciera, de la part de quelqu'un d'autre. Ils ont été arrêtés sur le parking de l'hôpital. J'ai regardé depuis la fenêtre. Hélène avait chronométré tout cela avec la précision d'une femme qui comprenait que l'image publique a son importance. Il tenait encore les fleurs quand les agents se sont approchés. Arthur a essayé de s'en sortir en parlant, car Arthur a toujours cru que sa voix était son outil le plus puissant. Camille est devenue silencieuse d'une manière qui suggérait qu'elle calculait déjà une négociation de peine. Tom est apparu à côté de moi à la fenêtre. Je ne sais même pas quand il est arrivé. Il s'est juste matérialisé comme il le fait toujours quand les choses sont les plus importantes. Nous sommes restés là ensemble et nous avons regardé. Il a dit, « Comment tu te sens ?» J'y ai réfléchi honnêtement et j'ai dit, comme si j'avais vieilli de 10 ans en 5 jours, comme si je voulais dormir pendant un mois. Comme si j'étais simultanément le plus triste que j'ai jamais été et le plus certain que j'ai jamais été de quoi que ce soit dans ma vie. Puis il a demandé, « Et Valérie ?» J'ai regardé en arrière vers sa chambre au bout du couloir. À travers la petite fenêtre rectangulaire de sa porte, je pouvais voir sa silhouette dans le lit, les moniteurs, la lumière douce. J'ai répondu, « Valérie va s'en sortir. » Valérie a toujours été destinée à s'en sortir. C'est la personne la plus dure à cuire que je connaisse, et elle m'a épousé. Ce qui prouve qu'elle peut survivre à n'importe quoi. Tom a ri. Un vrai rire. Il a résonné sur les murs du couloir, et l'espace d'un instant, le poids s'est envolé. 3 mois plus tard, Valérie est rentrée à la maison. Elle a franchi la porte d'entrée de notre maison un samedi matin d'octobre, quand la lumière fait ce truc doré qu'elle fait en automne. Et elle est restée dans l'entrée et a regardé autour d'elle comme si elle cataloguait tout ce qu'elle avait failli perdre.
Puis elle s'est tournée vers moi et a dit, « Laurent, la cuisine a besoin d'être repeinte. » J'ai répondu, « Absolument pas. Je l'ai peinte il y a 2 ans. » Elle a dit, « C'est la mauvaise nuance de blanc. » Il n'y a qu'une seule nuance de blanc, Valérie. Ça, a-t-elle dit en pointant le mur avec l'autorité d'une femme qui avait regardé la mort en face, ce n'est pas blanc. C'est la couleur d'une excuse administrative. J'ai regardé le mur. Je l'ai regardé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé un peintre. Arthur et Camille ont été inculpés pour tentative de meurtre, complot et fraude financière. Maître Hélène Moreau a plaidé avec l'énergie de quelqu'un qui avait attendu un dossier aussi limpide toute sa carrière. Le procès a duré 11 jours. Le verdict a pris 4 heures au jury. Ils ont été condamnés à de lourdes peines. Je ne vous donnerai pas le chiffre parce que, franchement, quel que soit le chiffre que je donnerai, il ne me semblera pas suffisant. Ce que je vais vous dire, c'est que lorsque le verdict a été lu, j'étais assis dans ce tribunal à côté de Valérie, qui me tenait la main avec une poigne qui aurait pu être en acier. Et quand ce fut fini, elle s'est penchée vers moi et a dit très doucement, « Je veux manger thaïlandais. » J'ai dit, « Tout de suite. » Elle a répondu, « Je pense à la nourriture thaïlandaise depuis 3 mois. Laurent, ne me pousse pas à bout. » Alors, on a mangé thaï. Tom est venu, Hélène est venue. Le docteur Sylvie Rousseau, que Valérie avait apparemment totalement charmé pendant sa convalescence, est venu. Nous nous sommes assis autour d'une table, nous avons mangé et nous avons ri. Et j'ai regardé ma femme faire de grands gestes avec les bras en racontant une histoire. Et je me suis dit, la voilà. C'est ça, Valérie. J'ai dit au début de cette histoire que j'étais rentré tôt et que Dieu sait que j'aurais préféré que la maison soit vide. Je retire ce que j'ai dit. Je suis content d'être rentré. Je suis content d'avoir franchi cette porte. Je suis content d'avoir vu ce que j'ai vu, ressenti ce que j'ai ressenti, et d'avoir agi comme je l'ai fait. Parce que si j'avais atterri un jour plus tard, si ce congrès s'était déroulé comme prévu, si j'étais resté à Strasbourg une nuit de plus, Valérie n'aurait pas survécu. Et j'aurais passé le reste de ma vie sans savoir pourquoi. Alors, non. Je ne regrette pas que la maison n'ait pas été vide. J'aurais aimé que mon fils soit l'homme que je pensais avoir élevé. Mais vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens choisissent de devenir dans l'obscurité. Vous pouvez seulement contrôler ce que vous faites quand la lumière s'allume. Je suis rentré chez moi. J'ai allumé la lumière. Et je me suis assuré que chaque personne dans cette maison fasse très exactement à ce qu'elle avait fait. C'est ça, le travail. Ça a toujours été ça, le travail.